Mesdames et messieurs, de partout où vous nous suivez, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes connectés pour suivre ce podcast. Bienvenue dans ce nouveau numéro sur Tazama Horizon, un média thématique basé en République démocratique du Congo qui lutte contre le discours de haine et la discrimination. Je suis Moutanava et je suis à la présentation de ce numéro. Dans ce podcast, je reçois Stewart Mwindo. Il est activiste des droits humains et militant au sein du mouvement citoyen Lutte pour le changement Lucha. Stewart Mwindo, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir d'être avec vous. Oui, c'est un plaisir partagé. Alors, pour commencer, Stewart, aujourd'hui, quel est l'impact des discours de haine a-t-il sur les communautés et les individus ciblés, selon vous? Alors, je pense que depuis la résurgence de cette vague d'insécurité, il y a cette tendance à associer les communautés ou les membres de communautés à certains groupes armés. Et on sent en fait que cela génère un discours de haine vis-à-vis de certaines personnes. Et on sent en fait que ce discours, que ces accusations, que cette rhétorique incendiaire tend à monter au fur et à mesure que la situation sécuritaire se détériore. Donc l'impact, c'est que, évidemment, ces discours de haine, c'est comme une conséquence de la guerre, mais ça devient aussi une cause de la guerre, parce qu'il y a certains qui prétendent se battre parce qu'ils sont victimes de discours de haine, alors qu'en réalité, c'est parce qu'ils se battent qu'il y a ce discours de haine contre eux. Donc, ça veut dire que, pour moi, l'impact, c'est vraiment le fait que les discours de haine et la guerre semblent convoler, et le fait que ces discours contribuent en fait à renforcer les frictions sociales et à renforcer plus ou moins les recours aux armes comme mode d'expression. Avez-vous remarqué une augmentation ou une diminution ces dernières années des discours de haine? Je pense qu'il y a eu plutôt une augmentation avec, comme je l'ai dit, je pense que la guerre a pour conséquence d'augmenter ces discours de haine, parce que lorsque des gens prennent des armes sous prétexte de défendre une communauté, directement, les membres de cette communauté sont malheureusement pris comme faisant partie de ce groupe armé, et vice-versa en fait, parce qu'on a le malheur d'avoir une province où chaque communauté est associée, parfois abusivement, à un groupe armé. Et c'est facile qu'en te voyant comme un Tutsi, on considère que tu es membre du M23, ou en te voyant comme un Andé, on considère que tu es un Maïmaï. Et ça, c'est au fur et à mesure qu'il y a lorsqu'il y a eu cette résurgence de la guerre, on a senti en fait cette hausse du discours de haine. Mais évidemment, c'est une tendance triste. Comme je l'ai dit, je pense que ce discours n'est pas seulement la cause de la guerre, mais il est surtout la conséquence de la guerre, parce que lorsqu'il n'y a pas de guerre, on sent qu'il y a très peu de discours de haine, et lorsqu'il y a la guerre, on sent que ça devient un phénomène très fréquent et très, très usuel. Alors, quels groupes sont les plus souvent visés par les discours de haine et pourquoi, selon vous? Je pense que ça dépend en fait de place où on se situe. Je pense que tous les groupes ethniques sont plus ou moins vulnérables à ce discours de haine, à ce sens que, comme je l'ai dit, toutes les communautés sont associées, parfois abusivement, à un groupe armé. Aujourd'hui, si tu parles de Tembo, il y a forcément un groupe armé qui est présenté comme celui de Tembo. Si tu parles de Houndé, il y a sûrement un groupe armé qui est le leur. Si tu parles de Hutus, de Tutsis, de Nandé, donc il y a ce fait-là que tous les groupes armés soient associés à une communauté quelconque de manière abusive, comme je l'ai dit, parce que moi je pense que ces groupes armés ne représentent pas les membres de leur communauté, il les faut souffrir même. Et cela fait en sorte que plusieurs personnes, donc toutes les sensibilités sociales, sont plus ou moins affectées par ces discours de haine. Mais évidemment, lorsqu'on est dans des entités, par exemple dans le cadre de Goma, où on sent qu'il
voilà, que la ville, elle est asphyxiée par la M23, c'est clair que les groupes armés les plus nocifs pour les Gomatraciens, c'est la M23. Et c'est facile pour notamment la communauté Tutsi, que les M23 prétendent défendre, ce qui n'est pas vrai, qu'ils se sentent un peu plus victimes de ces discours de haine. Mais quand tu vas dans des entités autres, où c'est plutôt d'autres groupes armés qui sont plus présents, tu sais évidemment le poids de cela. Donc pour moi, c'est vraiment un cancer qui touche toutes les communautés selon différentes zones, à différentes proportions et d'après différentes sensibilités. Et cela montre à quel point il doit être combattu par tous, parce que tous en ont partie. Alors, que pensez-vous des efforts des plateformes, des médias sociaux pour réguler les discours de haine? Je pense qu'il n'y a pratiquement aucune régulation du contenu en rapport avec les discours de haine sur les médias sociaux. Les gens, par exemple sur Facebook, quand tu publies une photo d'une personne morte ou avec beaucoup de sang, il y a toujours, la visibilité de la photo est limitée. Mais quand tu insultes quelqu'un, ton commentaire reste présent, il n'est pas en fait régulé. Et surtout dans les cadres lorsqu'il s'agit des questions d'ici chez nous, on sent en fait qu'il n'y a pas cet intérêt des entreprises de communication, des médias sociaux pour essayer de les réguler. Et c'est bien triste parce que on sent que ce soit sur Facebook, sur Twitter, qu'il y a énormément d'accusations fortuites qui contribuent juste à raviver la tension sur le terrain, qui contribuent à raviver les frictions sociales sur place, et parfois qui sont tenues par des gens qui ne sont même pas ici dans ces zones. Parce que les gens qui sont ici, ils savent que s'il y a la guerre, s'il y a un conflit ethnique, ils vont en souffrir. Mais quelqu'un qui est en France, qui est au Rwanda, qui est en Allemagne, il n'a pratiquement il n'a rien à perdre si jamais il y a un éclatement sanglant ici. Et c'est malheureusement ces personnes-là qui, à travers les médias sociaux, profitent de ce manque de régulation pour partager des contenus qui sont clairement divisionnistes, qui contribuent en fait à généraliser, à associer des groupes sociaux à des actes quelconques, à associer des communautés à des groupes armés, alors que tout n'est pas aussi blanc ou noir comme ça. Alors, est-ce que ces médias-là, pour la régulation, sont-ils suffisants? En tout cas, si déjà il y a une certaine modération de contenu, je pense que c'est déjà une étape pour contrer cet espace de diffusion, pour s'assurer en fait qu'il ne contribue pas à envenimer la situation sur le terrain qui est déjà très grave. Donc, ce n'est pas suffisant. Juste le fait qu'il y ait de la modération sur les réseaux sociaux ne va pas mettre fin au discours de haine, mais au moins il va contribuer à les réduire sensiblement, parce que les réseaux sociaux, c'est un des espaces majeurs où se déroulent les discours de haine. Alors, Stewart Mwindo, quel programme ou initiative avez-vous trouvé particulièrement efficace pour sensibiliser les publics à cette problématique? En tout cas, depuis la résurgence du M23 et toute cette vague de violence qui se déferle au Nord Kivu, je ne suis personnellement pas en connaissance d'un programme qui soit focus sur les discours de haine et qui développe une sorte de thérapie face à cela. Mais je pense qu'il y a un besoin vraiment pour que, qu'il y ait cet espace-là. Peut-être qu'elle existe déjà, ou peut-être que je ne la connais juste pas, Mais il y a un besoin qu'il y ait un espace qui permette aux gens de parler, d'échanger, d'échanger efficacement et de lutter contre ces discours de haine. Mais je pense que la meilleure solution pour lutter contre les discours de haine, c'est de mettre fin à la guerre. Parce que je pense que c'est facile de le voir que quand on est en période de paix, il n'y a pas ça, il n'y a pas cette tendance à associer les gens à des groupes armés, parce qu'évidemment les groupes armés n'existent pas, ou soit ils ne commettent aucune exaction contre qui que ce soit. Donc
je pense que si on arrive à lutter efficacement contre l'insécurité, on aura tant soit peu résolu la question du discours de haine. Évidemment, il y a un besoin de continuer l'éducation, la formation, pour s'assurer que les personnes incarnent vraiment ce qu'elles expriment comme... voilà, incarnent un peu plus ou moins une vision positive de la communauté et n'essaient pas de tenir des discours qui peuvent être dangereux pour la paix. Mais déjà, un premier effort devrait être celui d'arriver à rétablir la paix et la sécurité et à s'assurer que justice soit rendue pour les crimes qui ont été commis, y compris les crimes liés qui ont pu être occasionnés par les discours de haine. Alors, aujourd'hui, comment pouvons-nous encourager une culture de respect et de tolérance pour prévenir le discours de haine? Alors, comment la promouvoir? Je crois déjà qu'il faut encourager les rencontres, les cadres intercommunautaires qui permettent aux gens de se côtoyer, de se connaître et d'avoir une image positive les uns des autres. Deuxièmement, je pense qu'il faut vraiment réprimer les personnes qui se rendent coupables de tels discours. Ça, c'est important. Tant qu'il n'y a pas de sanctions, parfois on n'a pas l'impression que ça peut être efficace. Mais s'il y a vraiment de sanctions, et il y a des sanctions qui soient mises en œuvre pour tout le monde et sans discrimination, je pense qu'elles peuvent contribuer progressivement à rétablir un climat de confiance et à lutter contre les discours de haine. Je pense aussi qu'il est important, au-delà de tout, comme je l'ai dit, de promouvoir la paix et la sécurité dans nos entités. Parce que je pense que lorsqu'on a un climat de paix, lorsqu'il n'y a pas de guerre, il y a très peu de discours de haine. Donc pour moi, ça, c'est quelque chose qui doit pouvoir être fait pour s'assurer qu'on vit dans un contexte où toutes les personnes se sentent en sécurité. Alors, Stewart Mohindo, quel message aimeriez-vous transmettre aux personnes qui se sentent victimes des discours de haine aujourd'hui? C'est leur dire d'être toujours courageux, en tout cas, ils peuvent toujours compter sur de nombreuses bonnes personnes qui existent. Je pense que parfois, lorsqu'on est victime d'une injustice, on a tendance à se refermer sur soi parce qu'on pense que la société est contre soi. Donc, je vais leur dire que la société n'est pas contre eux, que c'est plutôt des bandits, c'est plutôt des comportements déviants de certains membres de la communauté, mais que la plupart, en tout cas la majorité de la communauté dans son ensemble, elle est contre ces pratiques. Je veux aussi, peut-être, c'est le message à tout le monde, c'est de dire, je pense qu'il est important de prendre chacun pour responsable des actes qu'il a fait individuellement. Donc, si quelqu'un de ma communauté a commis un acte, ce n'est pas normal de me le reprocher. Donc, il faut toujours avoir cela à l'esprit que chacun est responsable de ce qu'il a fait de manière individuelle et il faut toujours arrêter cette généralisation. Le message suivant, c'est de dire les groupes armés ne représentent pas nos communautés. Ça, c'est quelque chose d'important à dire parce que on connaît tous combien de Tutsis, par exemple, ont fui la guerre du M23 alors que le M23 prétend les défendre. On connaît combien de Nandais ont perdu toutes leurs économies à cause des ravages faits par les Maïmaï qui pillaient les vaches, qui faisaient du n'importe quoi. Donc il faut vraiment arrêter de considérer que ces groupes armés sont des représentants légitimes de leur communauté. Non, c'est juste des bandits qui profitent des frictions sociales pour légitimer leurs actions alors qu'ils ne représentent pas légitimement leur communauté. Alors si on continue à reprocher à des personnes les actes de ces bandits-là, ça ne contribue pas à résoudre ça va juste contribuer à raviver les tensions et à ranimer les conflits armés et évidemment à donner raison à ces groupes armés. Donc, important vraiment de ne pas généraliser un acte, une déviation sociale et l'attribuer à tout un groupe armé, tout un groupe communautaire. Important de ne pas considérer quelqu'un comme responsable des actes qui ont été commis par une autre personne du fait qu'il fait partie d'un même groupe communautaire, social ou académique que lui. Alors, comment les communautés peuvent-elles se rassembler
pour résister au discours de haine dans ces moments ici? Je pense qu'il y a déjà des cadres intéressants qui permettent aux communautés de se parler, d'échanger et d'avoir une vision commune sur le développement et de la paix. C'est notamment l'exemple du Barza intercommunautaire qui est... Je pense que c'est un cadre vraiment qui est représentatif de toutes les communautés et peut-être que c'est quelque chose qui peut être mieux organisé, mieux décentralisé pour permettre à ce que ce soit une voie d'expression de communauté, quoi. Donc, donc je pense que les communautés peuvent mettre à profit des cadres comme celui-là pour continuer à sensibiliser et à inviter les populations les populations à se rassembler, à se connaître mutuellement et à éviter de s'accuser. Je pense aussi qu'il est important pour les communautés, pour tout le monde, d'arrêter de soutenir des approches violentes de résolution des conflits. Parce que tout ce qu'on sait, c'est que la guerre ne résout absolument rien. Au contraire, sur cette question de friction sociale, la guerre contribue à les raviver. Donc c'est important pour des responsables de communautés et pour tous les membres de communautés, en fait, de privilégier toujours des moyens pacifiques de gestion du conflit, ou des revendications. Ça peut être les plaidoyers, ça peut être des rencontres, ça peut être des manifestations, ça peut être... Mais si au moindre problème, au moindre besoin d'exprimer une idée, on doit prendre les armes, on continuera à raviver les discours de haine, on continuera à raviver l'insécurité et la guerre dans notre province. Stewart Mwindo, nous vous remercions. Merci beaucoup. Et c'est par là, messieurs, mesdames, que nous mettons fin à ces podcasts sur Tazama Horizon, ces médias thématiques basés en République démocratique du Congo qui luttent contre le discours de haine et la discrimination. Aujourd'hui, j'ai recevé Stewart Mwindo. Il est militant au sein du mouvement citoyen Lutte pour le changement Lucha et activiste des droits humains. Chers auditeurs, merci encore une fois de nous avoir suivis. Josué Moutanava, j'étais à la présentation de ces podcasts. À très bientôt.